Maintenant, on va voir une deuxième partie du chapitre des éléments des milieux aimantés et on va s'intéresser à l'expression du potentiel vecteur et du champ d'excitation magnétique qui sont la conséquence de ces propriétés magnétiques. Alors, pour ça, je vais considérer un milieu quelconque, pas quelconque, mais qui possède des propriétés magnétiques d'un côté, représenté par son vecteur aimantation, M, et en même temps, ils sont parcourus par un courant de conduction, c'est-à-dire un courant représenté par sa densité J. Et donc, si maintenant ce milieu qui possède toutes ces propriétés-là, dans ce milieu, je considère un élément de volume d tau prime centré sur le point P', et je vais m'intéresser à ce qui se passe au niveau du point Q. Alors, on comprend très bien que les deux composantes, c'est-à-dire les propriétés magnétiques et le courant de conduction, vont participer à la création de champs magnétiques. Et donc, ils vont agir sur leur environnement en créant un champ magnétique. Donc, au niveau du point Q, on va pouvoir distinguer le champ magnétique à travers son potentiel vecteur. Donc, le potentiel vecteur résultant au niveau du point Q sera la résultante de deux composantes. Une première qui est due au courant de conduction, représenté par J, et dont l'expression est donnée par A1, et une deuxième composante qui, elle, représente les propriétés d'aimantation de la matière et qui donne une deuxième composante, A2, représentée ici, A2, celle qu'on vient de rappeler précédemment. Alors, bien évidemment, si je m'intéresse maintenant uniquement à ce terme-là, et je vais vous expliquer pourquoi je vais m'intéresser particulièrement à ce terme, tout simplement parce que je vais prendre comme référence l'expression du potentiel vecteur due à la densité de courant de conduction. C'est-à-dire ça va être, je vais essayer de réécrire ma deuxième composante de façon à ce qu'elle représente ou elle s'écrive de la même façon que la première composante du courant de conduction, puisque on a appris en magnétostatique que le champ magnétique est le résultat de courant. Et donc je voudrais montrer, et je vais montrer, que l'action d'aimantation, de la propriété d'aimantation, agisse comme du courant. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer maintenant. Alors, dans cette expression, je vais simplement remplacer dm par m d tau. Et donc, vous voyez ici, je vais remplacer ici par m d tau, ce qui me donne l'expression qui est ici. Maintenant, je rappelle quelque chose qu'on a vu précédemment avec les milieux diélectriques, qui est le rapport U sur R carré. Ce rapport-là n'est autre que le gradient de 1 sur R par rapport à l'origine P. Et donc, mon expression qui est là, je vais essayer de la transformer. Comment? Eh bien, je vais faire appel à des relations mathématiques, dont celle-là, qui me dit que rotationnel de f, une fonction scalaire, par une fonction vectorielle, n'est autre que le produit de f par le rotationnel de a, plus rotationnel de a, vectoriel, gradient f, pardon, vectoriel, le vecteur a. Et je vais essayer de reposer sur cette écriture pour pouvoir transformer ce terme-là. Alors, on voit bien m vectoriel gradient vectoriel a. Donc, il me suffit, alors je vais prendre mon stylo, il suffit que vous le savez, ce terme-là n'est autre que moins a vectoriel gradient f. Si on inverse les termes d'un produit vectoriel, un signe moins apparaît. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ce terme-là de ce côté-là, et je vais donc avoir A vectoriel gradient f, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça, égale à f rotationnel de A moins rotationnel de FA de l'ensemble. Et donc, voilà, c'est ce que je vais faire ici. Et donc, on retrouve dans le terme suivant, A2 égale, alors laser, rotationnel, alors f rotationnel de A. Donc rotationnel de A c'est M et F c'est 1 sur R. Donc ça fera rotationnel de M sur R, voilà, moins ce terme-là, rotationnel de l'ensemble. Donc rotationnel de M sur R puisque F égale à 1 sur R. C'est ce terme-là. Et alors avant d'aller plus loin, je voudrais simplement qu'on fasse la comparaison avec le premier terme
qu'on a défini tout à l'heure, qui est le potentiel vecteur dû au courant de conduction. Ça veut dire celui-là. Vous voyez bien que ce terme-là, dans ce terme-là, le potentiel vecteur est proportionnel à une densité de courant et inversement proportionnel à R. Donc vous voyez que j'ai proportionnel à un vecteur et inversement proportionnel à R. Donc vous voyez que là, une homogénéité est claire et je vais y revenir tout à l'heure quand j'aurai fini mon développement. Par contre, ce terme-là ne ressemble pas à cette expression et je vais devoir encore le développer. Pour ça, encore une fois, je vais faire appel à une autre expression mathématique, une relation particulière, qui me dit que divergence de A vectoriel B, c'est n'est autre que B rotationnel de A, moins 1 rotationnel de B. Alors, on peut s'amuser à identifier les termes qu'on pourra faire correspondre ici et là. Et donc, j'ai ici A rotationnel de B, enfin moins A rotationnel de B, mais de ce côté-là, je n'ai que moins rotationnel d'un vecteur. Alors, ce que je vais faire, je vais multiplier ce terme-là par un vecteur C qui est un vecteur constant. C'est ça qui est important. Le vecteur C est un vecteur constant. Et donc, si je remplace ça ici, j'aurai A rotationnel de B égale la divergence de A vectoriel B moins B rotationnel de A. Et donc, c'est ce que je vais remplacer ici. Donc, je vais avoir divergence A, c'est donc le vecteur C, C vectoriel B, BCM sur R, moins B, M sur R, rotationnel de C. Comme C est un vecteur constant, alors toute variation d'un vecteur constant est nulle, et donc son rotationnel est nul. Et donc il me restera uniquement ce terme. Donc ce terme-là, je vais le réinjecter ici, dans l'expression que j'ai là. Et j'obtiens intégrale triple de, au lieu de rotationnel de M sur R, donc je vais avoir rotationnel triple de divergence de C vectoriel M sur R, sachant que la différence, c'est que j'ai encore le produit par le vecteur C, mais je vais m'en débarrasser. Alors, divergence de C vectoriel M sur R, la relation de Green-Ostrogradsky, ce qu'on appelle aussi le théorème de la divergence, me dit que l'intégrale triple de la divergence d'un vecteur n'est autre que l'intégrale double de ce même vecteur sur une surface qui l'emploie. Alors c'est une intégrale circulaire fermée ici. Donc c'est l'intégrale double de C vectoriel M sur R, ds. Ici j'ai ce qu'on appelle un produit mixte. Donc ce produit mixte, je sais qu'il est invariant par permutation circulaire. C'est-à-dire que, je vais prendre le stylo, si j'amène ce vecteur ici, et celui-ci là, celui-ci va venir ici, et lorsque je vais faire cette rotation, mon vecteur va rester, mon produit va rester invariant. C'est ce que j'ai fait dans le résultat qui est ici. Et donc vous voyez que le terme que j'ai utilisé ici, dans lequel j'ai multiplié par C, je vais sortir le C. Et donc je vais l'enlever et me contenter du terme qui est ici. Et donc mon rotationnel de M sur R va être, enfin l'intégrale triple de rotationnel de S sur R va être remplacée par ce terme-là. Alors je vais remplacer ça là, et vous voyez, donc j'ai le premier terme qui est rotationnel de M sur R, le deuxième terme je vais le remplacer par ceci. Simplement, la seule différence, c'est que entre ici et là, c'est que mon vecteur ds, je vais le remplacer par n fois ds, puisque n c'est le vecteur normal à la surface, et comme ça je vais simplifier l'écriture. Et finalement, lorsque je vais comparer mon résultat final avec l'expression du potentiel vecteur dû au courant de conduction, vous voyez bien que ces deux termes, résultat de mon développement, du potentiel vecteur dû à l'aimantation, s'écrivent tous deux ou sont tous deux homogènes aux écritures de la densité de courant, avec la densité de courant de conduction. Donc, ce premier terme, rotationnel de M, il a la dimension d'une densité de courant, volumique, puisque c'est une intégrale triple. Donc, je vais l'appeler JAV, densité de courant volumique d'aimantation volumique, et ce sera rotationnel de M. Et le deuxième terme, c'est ce qu'on appellera la densité d'aimantation surfacique, et qui n'est autre que le produit de M par N. Donc avec ça, nous montrons, comme on l'a fait pour les milieux diélectriques, que l'aimantation est équivalente, l'action de l'aimantation est équivalente à un comportement
d'une densité de courant volumique et d'une densité de courant surfacique. Très bien. Maintenant, si je fais la synthèse de tout ce que je viens d'exprimer, donc le potentiel vecteur que je viens de calculer, dû au courant de conduction et à l'aimantation, est le résultat d'une première composante due au courant de conduction, JP, au courant d'aimantation volumique rotationnel de M, plus une densité de courant surfacique, MJAS, qui est le produit vectoriel de M par N. Donc voilà comment on peut schématiser le potentiel vecteur créé par un milieu aimanté d'un côté et parcouru par un courant I. Maintenant, on va essayer de définir une nouvelle grandeur qu'on appelle le champ d'excitation magnétique, qui est relié au champ d'induction magnétique, mais qui a sa particularité surtout dans les milieux aimantés. Alors, je vais reprendre le théorème d'Ampère qui nous dit que rotationnel de B égale à mu0 J. J étant le courant total. Sauf que là, je n'ai plus un seul courant, mais j'ai deux courants. J'ai les courants de conduction, qu'on appelle également les courants réels, et j'ai les courants d'aimantation. Alors ici, c'est juste la densité volumique, c'est la densité de courant d'aimantation. Et donc, mon J, je vais le représenter par ces deux valeurs. Si maintenant, dans cette expression, je remplace JAV par son expression rotationnelle de M, que je rappelle ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais ramener le mu0 sur B, et je vais avoir... Et après je fais passer le rotationnel de M ici, et je mets le tout sous le même rotationnel, et donc ça me donne rotationnel de B sur mu0 moins M égale à J réel. Donc j'ai une nouvelle expression dans laquelle je ne fais apparaître que les courants réels, ou les courants de conduction. Cette grandeur, on va lui donner un nom, c'est ce qu'on appelle le vecteur excitation magnétique. Il est le résultat de l'induction, du champ d'induction magnétique, plus l'action de l'aimantation. Donc c'est B sur mu0 moins M. Maintenant, si cette expression est remplacée ici, vous voyez, je obtiens rotationnel de H égale à J réel. C'est ce qu'on appelle l'expression locale du théorème d'Ampère, l'expression locale générale du théorème d'Ampère. Alors on peut également s'amuser à calculer ou à traiter la forme intégrale, simplement en calculant l'intégrale double de l'expression précédente, c'est-à-dire rotationnel de H égale à J réel. Et donc, j'applique l'intégrale double. Et comme vous le savez, cette intégrale double, par la transformation de Stokes, se transforme en intégrale simple, circulaire, qui est H, circulation de H le long d'un contour fermé dl, L étant un contour fermé autour de la surface S, et ceci n'est autre que le courant réel. Et donc on a l'expression du théorème d'Ampère, expression intégrale du théorème d'Ampère, qui ressemble à ce que l'on sait pour le champ d'induction magnétique, à savoir B, mais dans lequel on avait circulation de B dl égale à mu0 I global, alors que ici, circulation de H dl égale simplement la somme des courants réels. Maintenant, rappelez-vous, dans le vide, on avait montré, et je l'ai rappelé en début de ce chapitre, B dérive d'un potentiel scalaire et B est à divergence nulle. Maintenant, si je reprends l'expression de B issue de l'expression du champ d'excitation magnétique que je viens de rappeler, B s'écrira mu0H plus M. Alors, si j'utilise cette propriété divergence de B égale à 0, donc ça me fera divergence de l'ensemble, et ce terme-là, il sera égal à 0, ça veut dire que divergence de H ne peut pas être nulle, puisqu'elle sera égale à moins divergence de M. Et donc, on dira, divergence de H n'est pas à flux conservatif, contrairement au champ B d'induction magnétique. Les milieux magnétiques linéaires et isotropes maintenant, ce sont les milieux les plus courants qu'on aura à étudier et dans lesquels souvent on a l'aimantation qui est induite. Alors, si cette aimantation est induite par l'action d'un champ H, ça veut dire que, et si le milieu est linéaire, linéaire veut dire simplement qu'il y a une relation de linéarité mais de
proportionnalité entre le champ, l'action, c'est-à-dire le champ H, et la réaction, c'est-à-dire l'apparition d'une aimantation. On a dit tout à l'heure, pour les milieux à aimantation induite, l'aimantation apparaît lorsque j'applique un champ magnétique extérieur. Donc, forcément, M sera la conséquence de l'application de H. Et donc, forcément, l'expression de M dépendra directement de l'expression de H. Et dans ce cas-là, on écrira M sous cette forme-là, l'aimantation, la densité d'aimantation du milieu sera le produit de H, l'action, par un coefficient qui est caractéristique des propriétés magnétiques du milieu étudié. On appelle qui M la susceptibilité magnétique du milieu. Alors, elle est sous forme de coefficient multiplicatif direct. Pourquoi? Parce que je m'intéresse à des milieux isotropes. Qu'est-ce qu'un milieu isotrope? Je le rappelle, puisqu'on l'a vu dans les milieux diélectriques, mais je le rappelle ici. Un milieu isotrope, c'est simplement un milieu dans lequel les propriétés physiques, en l'occurrence ici les propriétés magnétiques, donc les propriétés physiques sont les mêmes dans toutes les directions. Elles ne dépendent pas de l'orientation que vous allez choisir ou que vous allez considérer. Et donc, dans ce cas-là, les propriétés sont représentées par un coefficient qui est ce coefficient qui M pour les propriétés magnétiques. Et alors, si je remplace ceci dans l'expression de B, donc vous voyez apparaître un terme qui, B égale, sera mu0, 1 plus qui M fois H. Ce terme-là, on va l'appeler mu, et ça sera la perméabilité du milieu. C'est encore une fois un coefficient qui décrit les propriétés magnétiques du milieu. Alors, à partir de là, on va pouvoir également définir ce qu'on appelle la perméabilité relative, qui est simplement le rapport de mu par mu0, qui est 1 plus qui M. Et si je suis dans le vide, donc forcément, si je suis dans le vide, qui M égale à 0, puisque le vide n'a pas de propriété magnétique, donc qui M sera égal à 0. Et si qui M égale à 0, par conséquent, mu sera égal à mu0, et B sera simplement égal à mu0H, puisqu'il n'y a pas de propriété magnétique, et le champ M sera nul.